Oui, oui, merci. Donc, je pense que Bon, le modérateur va prendre le relais pour lancer. lancer, lancer. OK. Merci beaucoup à Monsieur Ouedraogo. Bonjour et Et bonjour à ceux qui viennent de se connecter. connecté. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Moi, je réponds au nom de Compaoré Modeste. Je suis auditeur comptable et financier, expert comptable stagiaire et au sein du cabinet Fidali, j'occupe le poste de directeur du département d'études et conseils. Donc, je suis le modérateur de ce webinaire. Et le thème de ce matin, c'est le montage d'un dossier financier dédié à la mobilisation des ressources dans les PME dans le contexte de crise. Donc, c'est un thème très important qui sera animé par Boubacar Bansé, qui est un analyste financier et auteur du livre Investir à la BRVM. Donc, Monsieur Bansé, si vous êtes prêt, nous allons vous passer la parole pour la présentation. D'accord. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au webinaire de ce matin qui va porter sur un thème crucial, un thème d'actualité, un thème qui, lorsqu'on entend, nous fait arrêter afin de l'écouter. Et aujourd'hui, nous allons échanger ensemble. Il s'agit principalement d'une séance d'échange. Toutes les questions, toutes les préoccupations sont les bienvenues. À la fin de la présentation, nous allons faire l'effort de faire un cas pratique avec peut-être quelqu'un qui a une PME parmi ceux qui sont en ligne. Voilà, on va peut-être prendre son cas spécifique et essayer de voir quels sont les éléments qu'on regarde généralement et quels sont les éléments que le promoteur ou bien le gérant doit apprêter généralement afin que son dossier puisse être de qualité. Alors, avant de me présenter, hein, comme je le disais tantôt, mobiliser les ressources pour les PME en période de crise est vraiment délicat, voilà, parce que toutes les structures se rétractent. Alors, moi, je suis Bansé Boukaré, je suis actuellement analyste crédit à Witi Finance Burkina, qui est une maison finance. Alors, vous saviez, dans la place du financement, il y a les banques, il y a les microfinances et il y a les mésofinances. Alors, les mésofinances sont méconnues, mais au fur et à mesure de ce webinaire, on va détailler un peu plus qu'est-ce qu'une mésofinance et qu'est-ce qu'elle finance réellement. Alors, je suis analyste crédit à Witi Finance Burkina actuellement. Je suis spécialiste des marchés financiers. Au préalable, j'étais à la Banque Atlantique en tant qu'analyste. Et avant la Banque Atlantique, j'étais chargé d'études au cabinet Tralassi Consulting Group, qui est un cabinet d'études et de management. Alors, je remercie d'ailleurs le cabinet Fidalia pour l'initiative qui est beaucoup salutaire. Je remercie également tous ceux qui ont participé au 8 de ce mois à la dédicace de mon livre. Je suis l'auteur du livre Investir à la BFM, un livre qui parle de comment on investit à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ce livre a été dédicacé, publié et disponible partout au Burkina et ailleurs également. Alors, c'est les contacts qui sont là. J'ai mon collègue même qui est en ligne. Lui, vous pouvez le contacter aux contacts qui sont en rouge afin que vous puissiez, en tout cas, vous acquérir de votre exemplaire du livre. Et il est également à la librairie Mercury et à la librairie Diaphra sur quand même commun. Excusez-moi, monsieur Benancé, pour vous couper. En fait, Oui, je, c'est figé. On ne voit pas circuler les diapositives.
Oui, vous voyez maintenant. Non, c'est toujours le même écran. Toujours, toujours le même écran. C'est quel écran vous voyez? Qu'est-ce que vous disiez? C'est la page d'accueil qui est affichée. Ok. Et là, Voilà, là maintenant ça a bougé. ça a bougé. Oui, oui. Mais est-ce que cette vue-là, c'est bon? Vous voyez bien? Bon, si vous pouvez lancer le mot diapositive, ça serait bien en tout cas. Oui, c'est ce que j'avais lancé. Et puis diaporama. Et puis c'est demi-fusé. Ok, j'essaie encore. Ça Non, c'est pas circule? lancé. Donc on va se contenter de l'autre écran. Oh là là. Maintenant, si vous pouvez partager toute la fenêtre et ensuite lancer la diapositive, ça va être bien. Parce que si vous partagez juste la fenêtre du PowerPoint, ça pourrait Mhm. refuser de tout partager. Il Hmm, faut d'accord. arrêter le partage, ensuite vous relancez le partage et vous partagez toute la fenêtre, tout l'écran. Ok, ok. Donc, j'arrête de faire ça. Écran complet, c'est ça? Ça circule Voilà, maintenant? voilà. Monsieur Basset, on arrive à bien voir. Ça circule Oui, oui. également. Voilà, merci Merci. beaucoup. Ok. Ok. Donc là, je reprends alors. D'accord. Alors, donc, comme je le disais tantôt, nous allons échanger sur comment monter un dossier de financement dans le cas de, de la levée de fonds ou de la recherche de financement dans une situation de crise. Et qui dit situation de crise dit toutes les situations de crise possibles, que ce soit des crises économiques, en tout cas sécuritaires et sanitaires et bien d'autres. Alors, je faisais donc la présentation qui était là. Là, vous voyez, ça, c'est la présentation. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, monsieur. OK. Merci. D'accord. Donc, je disais que je suis analyste financier, analyste crédit, spécialiste des marchés financiers. Et je suis l'auteur du livre Investir à la BRVN également, voilà, qui a été publié tout récemment le 8 à la Chambre de commerce. Et le livre est disponible aux contacts qui sont affichés et à la librairie Mercury et à la librairie Diacopa sur l'avenue Kwame Nkrumah. Alors, le thème aujourd'hui, c'est montage d'un dossier financier dédié à la mobilisation des ressources dans les PME, ok, dans un contexte de crise. Qui dit crise dit forcément impact. Donc, lorsqu'il y a des crises, que ce soit économique, sanitaire, sécuritaire, il y aura des impacts sur ces différentes PME qui existent. Alors, avant de commencer, je voulais cadrer en tout cas notre propos. Qui dit PME dit structure existante. Donc, il s'agit des structures qui existent déjà, qui ont été créées, voilà, qui sont formalisées ou pas. OK? Donc, nous, on va débattre sur les structures qui sont créées, qu'ils soient formalisées ou pas. On ne va pas débattre des structures qui ne sont pas des idées de projet. Ça peut faire l'objet de d'autres échanges, mais aujourd'hui, principalement, on parle des PME en cas de crise. Donc, ça sous-entend que la PME existe, soit elle est formalisée, soit elle n'est pas formalisée. Alors, qui dit crise, il y a forcément l'impact qu'il y a, qui va avec automatiquement sur l'activité des PME. Il y aura un impact. Et il y aura trois types d'impact sur l'activité des PME. La première, c'est l'impact financier. Alors, l'impact financier, c'est quoi? Alors, quand la situation est stable et tout, votre activité roule, vous arrivez à acheter, à vendre, à distribuer comme vous voulez, à contacter vos clients, à faire tous les déplacements possibles. Mais en temps de crise, que ce soit sécuritaire, dans laquelle, par exemple, nous, on se trouve aujourd'hui,
il y a un impact financier sur le PME. Et cet impact-là se traduit par quoi? Par une réduction des revenus. Vous entendez souvent les commerçants qui disent, bon, ça ne marche plus, le marché est devenu dur, c'est compliqué. C'est l'impact financier de la crise. Alors, donc, et cet impact aussi également a une conséquence. Et ça rend difficile l'accès au financement. Parce que les structures qui financent ces PME sont aussi dans le même contexte que ces PME-là. Et elles se rétractent. Elles se rétractent pourquoi? Elles font ce qu'on appelle en finance le rationnement de crédit. C'est-à-dire, on diminue au fait le montant de crédit qu'on donne aux PME. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit précédemment que les revenus ou bien leurs flux vont diminuer. L'activité ne marche plus. Puisque le client, la PME, va rembourser bien évidemment avec les flux qu'elle obtient dans son activité. Si ça ne marche pas, ça sous-entend que, elle n'a pas beaucoup de clients alors. Si elle n'a pas beaucoup de clients, ça veut dire qu'elle n'a plus le chiffre d'affaires qu'elle faisait avant. Et donc, elle aura des difficultés à payer un certain nombre de montants de crédit. Donc, les structures financières aussi, sachant aussi cette situation, vont se rétracter. Donc, il y a une difficulté d'accès au financement. Déjà, qui existe, c'est devient encore plus difficile pour les PME. Au-delà de l'impact financier, qui est en tout cas l'impact la plus visible, il y a l'impact opérationnel. L'impact opérationnel sous-tend quoi? Alors, on a dit tout tantôt que le commerçant, il achète sa marchandise, peut-être, ou le producteur, il produit, il faut qu'il vende, il faut qu'il, en tout cas, permette de distribuer ses produits. Et plus on est dans une situation de crise, précisément par exemple le cas du Burkina avec la crise sécuritaire, il y a des zones dans lesquelles vous ne pouvez plus aller. Si vous avez par exemple des clients dans ces zones, des grands clients par exemple qui vous prennent en gros, eux ils viennent, ils prennent en gros, vos échanges vont se ralentir. Donc il y a un ralentissement des échanges commerciaux avec vos clients et il y aura également une interruption de vos activités parce que votre activité va prendre un coup. Le niveau de croissance de votre activité va en tout cas changer de direction. Et également, il y a aussi l'interruption dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution qui va impacter votre activité. Dans la situation, par exemple, dans laquelle on se trouve, ou dans toute autre situation, quand il y avait par exemple la COVID, qui est aussi une crise, quand il y a aussi la situation sécuritaire qu'on vit, votre chaîne d'approvision et de distribution serait impactée. D'accord? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans certaines zones, vous ne pouvez pas aller. Même si on loue actuellement l'effort de nos autorités, on les salue, il y a certaines zones dans lesquelles vous ne pouvez pas aller. Et donc, vos clients qui sont là-bas, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas vous faire le déplacement, distribuer vos produits dans ces zones. OK? Donc, ça va impacter votre activité également. Donc, ça, c'est l'impact opérationnel. Dans l'opérationnalité de la mise en place de votre activité, ça va être un peu difficile. Au-delà de ces deux impacts, il y a l'impact que les gens peut-être ne voient pas. C'est l'impact psychologique. Alors, vous êtes une PME, vous êtes une structure, vous êtes dans une situation où vous avez été créé dans une situation bien reluisante, absence de crise, tout était stable. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation de crise. Psychologiquement, étant dirigeant ou bien employé, vous êtes stressé. Comment vous allez faire? Mon activité, qu'est-ce que ça va devenir? Il y a tellement de questions à vous poser parce que vous n'arrivez plus à vendre. Vous n'arrivez plus à arriver dans les zones dans lesquelles vous vendez le plus. Vous n'arrivez plus à faire face à vos obligations. Donc, tout ça, psychologiquement, il y a un impact également. Donc, lorsqu'il y a une crise, ces trois impacts-là sont analysés automatiquement pour voir quel est l'effet sur la PME. Le modérateur, je ne sais pas, c'est à la fin, on pose la question, c'est ça? Oui, oui. C'est à la D'accord. fin complètement qu'on va Ok. prendre les questions. D'accord. Donc, après ces impacts-là, on va voir maintenant
les étapes clés. Parce que le thème ici, c'est le montage du dossier financier. Donc, quelles sont les étapes clés du montage du dossier financier? Alors, est-ce que quelqu'un a, il y a un promoteur parmi ceux qui suivent, peut me donner un nom de la structure et puis l'activité dans laquelle il se trouve, pour que ça soit concret, pour qu'on puisse regarder ensemble les éléments au fur et à mesure. Est-ce que je peux avoir un nom d'une structure qui évolue dans un domaine d'activité bien donné, ou bien j'invente? D'accord. Alors, pour les étapes clés du montage d'un dossier financier, moi, je suis un commerçant, par exemple. Peut-être j'achète de la marchandise en Chine ou bien dans d'autres contrées. Ou bien je suis un prestataire de services, je suis dans le marché public, par exemple. Je veux monter mon dossier afin de pouvoir lever des fonds. Quelle est la première étape? La première étape pour la PME, c'est d'analyser sa situation. L'analyse de votre situation sous-tend quoi? Elle sous-tend d'évaluer en détail la situation financière de votre entreprise en identifiant ses forces et puis ses faiblesses. De façon concrète, votre structure, quel est son niveau financièrement? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à moi? Ça, c'est l'analyse de sa situation de façon globale. Dans l'environnement, est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents? Est-ce que le marché devient un point de plus en plus ouvert pour moi? Lorsque je fais maintenant l'analyse de ma situation globale, je, en deuxième position, identifie des sources de financement. Alors, ce dossier que je suis en train de monter, c'est un dossier afin de pouvoir mobiliser des fonds. Donc, quand je finis de faire l'analyse de la situation, j'identifie maintenant les sources de financement possibles à moi. Ensuite, quand je finis d'identifier les sources de financement possibles, je prépare maintenant le dossier de façon concrète. On va développer ça chaque étape dans le diapo à venir. Première diapositive. Dans l'analyse de la situation financière de votre PME, toute PME de façon globale, vous allez faire un diagnostic de l'entreprise. Le diagnostic, ça veut dire quoi? Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Lorsque vous arrivez, le docteur ne vous dit pas, OK, monsieur, asseyez-vous, on va commencer à vous voilà, prescrire des comprimés ou on va vous faire des piqûres et tout. Non. Vous allez, vous dites pourquoi vous voulez faire une consultation. Vous faites une consultation. Et, OK, vous faites une consultation et le docteur va vous diagnostiquer. Il va voir réellement quelle est votre situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? C'est ce qu'il faut faire avec votre PME. Et ce diagnostic-là, c'est d'examiner en détail certains éléments de votre structure. Et on appelle ces éléments de détailler, d'examiner en détail la structure de votre bilan. Alors, votre bilan, c'est quoi? On va aller en français facile. Lorsque vous avez une PME, à la fin de votre activité, à un moment donné, vous vous asseyez, d'accord? À un moment donné, vous vous asseyez, vous faites le point sur ce que vous aviez, d'accord? Ce que vous n'aviez pas. Ce qui rentre, ce qui sort, combien on vous doit, combien vous devez. Cette réflexion autour de votre structure, c'est le diagnostic. Lorsqu'on finit le diagnostic,
On va à la seconde étape qui est la prévision financière. D'accord. À l'instant où je m'assois, voilà, voici la position de ma PME. Où je veux aller dans les 2 ou 3 ans. Où je veux aller. Je me projette où? Donc, ça, je me projette dans l'avenir. Et pour atteindre les objectifs dont je me projette, il y a des actions à mener. Et ces actions-là vont être suivies de financement, quand on va aborder le deuxième point. Il y a un élément également qu'il ne faut pas oublier, c'est la cohérence avec la stratégie. Vous êtes un commerçant, vous achetez et vous vendez, mais vos clients, par exemple, achètent, ils achètent à crédit beaucoup. Donc, ils ne vous vendent pas à crédit, il faut acheter cash et venir vendre. Il faut acheter cash et venir vendre à crédit. Et là, vous avez un gros point à gérer. Du coup, vous avez un besoin en liquidité pour travailler. Si vous venez nous dire que vous avez besoin d'investir, vous voyez que ce n'est pas cohérent avec ce que vous demandez, avec votre activité. C'est ce qu'on dit la cohérence dans la stratégie. Lorsqu'on finit de faire l'analyse de votre situation, on va identifier maintenant les sources de financement. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs sources de financement. Plusieurs sources de financement. Lorsque, de façon courante, lorsque quelqu'un a besoin de financement, ce qui lui vient en tête, c'est la banque. Ce qui lui vient en tête, c'est la banque. Mais, je suis désolé, on ne va pas vous financer. Pas parce que votre dossier n'est pas bon, mais votre dossier n'est pas à sa place. Si le dossier n'est pas à sa place, le dossier n'est pas où il doit être, vous aurez beaucoup de difficultés à être financé. Sinon, il existe plusieurs sources de financement. On va les voir ensemble. Le premier et le plus courant que tout le monde connaît, c'est le financement bancaire. Financement bancaire. Le financement bancaire, il y a plusieurs types, d'accord, de crédit dans ça. Les prêts, les lignes de crédit, crédit bail, etc. Donc, toutes les banques que nous avons ici sont tous des banques commerciales. Donc, souvent, vous allez vous plaindre. Ben, les banques qui n'accompagnent pas les jeunes, les banques qui ne financent pas les PME, etc. Mais, chers collaborateurs, les banques, ce n'est pas leur rôle de financer, d'accord, certaines catégories d'activités. Les banques également ont des principes qu'elles suivent. Donc, quand vous ne le savez pas, vous allez peut-être dire ce que vous voulez, mais ça ne va pas aller à quelque part. Ensuite, après le financement bancaire, vous avez le financement alternatif qui sont là. Le capital risque, qui est le fait d'ouvrir son capital, d'accord, à d'autres personnes qui, eux, on les appelle les capital risqueurs, c'est-à-dire des gens qui risquent, parce que dans le nom, déjà, il y a capital risqueur. Ils viennent risquer dans votre activité, qui peut marcher ou pas, et bien d'autres financements alternatifs à ce niveau. Ensuite, il y a l'autofinancement. L'autofinancement, tout le monde sait, c'est l'argent de sa poche. Utilisez vos bénéfices, la trésorerie, ou bien vos actifs, vendent des choses et financer votre activité. On dit généralement que c'est l'argent qui coûte le moins cher, mais en réalité, vous gagnez moins. Il n'est pas conseillé d'ailleurs de financer son activité globalement sur vos fonds propres.
C'est déconseillé. Et enfin, lorsqu'on est en crise, on est en situation de crise économique, sanitaire, sécuritaire et tout, généralement, l'État ou les structures sont mises en place afin d'accompagner, d'accord, les PME et toutes autres structures, les petites, moyennes et grandes entreprises, afin de pouvoir soutenir en tout cas leur activité. Donc, vous allez avoir des subventions qui existent, mais les gens ne savent pas également. Il y a plusieurs accompagnements des programmes de soutien aux PME, des organismes publics également qui existent, qui financent les PME. Ça, c'est tout un, c'est tout un webinaire également, les sources de financement. Alors, lorsque je suis une PME, parce que dès longtemps, j'ai dit, nous, on parle de PME créées qui existent. Donc, la source de financement dépend de votre niveau, d'accord? Votre niveau d'évolution de votre PME. Le choix de la source de financement. Ok, ça a été répété 2 fois. Comment choisir la source de financement? Pourquoi je vais aller me faire financer par Coris ou bien BOA, ou bien je laisse BOA, je vais à BCB? Pourquoi je laisse ces structures, je vais me faire financer par une microfinance? Pourquoi je laisse la microfinance, je vais me faire financer par la mésofinance? Ça, c'est une question que les gens ne se posent pas. Lorsqu'ils ont un besoin, c'est la banque. Lorsqu'ils ont un besoin, bon, c'est la banque. C'est bien. Mais à certains niveaux, ce n'est pas la banque qui doit vous financer. Lorsque vous êtes une PME, vous n'existez pas. Nous, on va parler dans ce webinaire de vous. Lorsque vous existez, il y a plusieurs étapes de financement. Il y a les microfinances qui sont là. D'accord? Lorsque, par exemple, vous êtes créé en tant que structure, nouvellement créée, ne comptez pas sur la banque pour vous financer. La première structure vers laquelle vous devez aller, c'est ce qu'on appelle les business angels. Business angels. C'est des structures vers lesquelles, quand vous y allez, ils ne vous donnent pas de l'argent. Ce qu'ils vous donnent, c'est la formation et le réseau. La formation, c'est très, très, très important. Les gens négligent. Vous ne pouvez pas être mécanicien sans faire, en tout cas, quelques temps dans une mécanique. Vous ne pouvez pas être expert comptable sans faire, en tout cas, les études d'expertise. Vous ne pouvez pas être analyste crédit comme moi aussi sans faire des études d'analyse ou bien des études en gestion. C'est difficile. Donc, la formation, les business angels vous donnent la formation et le réseau. Le réseau est tellement important parce que tous les commerçants que vous voyez, toutes les structures, pour évoluer, pour aller loin, si vous n'êtes pas en réseau, vous allez mourir à moins de 2 ou 3 ans. Donc, les business angels, ils vous donnent la formation, du réseau et un troisième point, c'est ce qu'on appelle le mentorat. Alors, si les moyens d'approvisionnement, les moyens de distribution, les moyens d'avoir les marchés, etc. Et on va le mettre dans les réseaux. Donc, dans le réseau des commerçants, le réseau des immobiliers, le réseau des, je sais pas, des producteurs ou des acheteurs de sésame, de céréales, d'anacarde, etc. Pour qu'ils puissent se connecter. Et ensuite, avoir quelqu'un qui va le coacher, l'assister et tout. Si vous voyez dans nos marchés, il y a, quand un enfant avec son papa, dans le marché, le commerçant, il a toujours son petit à côté de lui, son fils. Le petit va se détacher. Mais il continue de suivre les conseils ou bien les, 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 les- il vient toujours prendre les conseils auprès de celui-là qui l'a formé jusqu'à ce qu'il prenne ses avoirs. Ça, c'est les business angels. Quand vous finissez au niveau des business angels, il y a ce qu'on appelle les capital risques, qu'on a dit précédemment. C'est un mode de financement aussi. Capital risque, c'est dire, il risque votre capital sur votre activité. Parce qu'il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais
Sur la base de votre présentation, sur la base de votre dossier, ils pensent que c'est un bon dossier et qu'il y a un dossier intéressant. Et donc, eux, ils vont vous financer. Mais ils sont limités. Ils ne peuvent pas vous financer jusqu'à l'aide. Et il y a des structures aussi qui existent au Burkina, en capital risque, qui accompagnent ailleurs, que ce soit des structures privées ou publiques. Alors, quand vous finissez sur les capital risques, parce que plus vous grandissez, plus vous avez besoin de financement. Et vous arrivez à un moment, les capital risques peuvent vous financer. Vous allez maintenant vers la microfinance. D'accord? Quand vous arrivez à la microfinance, c'est qu'on vous demande dans la microfinance, on vous demande est-ce que vous maîtrisez votre domaine d'activité. Donc, ça sous-entend déjà que la formation que vous avez fait là-bas, déjà, c'était important. Est-ce que vous avez un réseau pour écouler vos marchandises, vos produits? Je vous demande ça. C'est OK. OK. Est-ce que vous achetez votre produit où? Vous allez préciser et tout. C'est bien. D'accord. Donc, les microfinances peuvent vous accompagner sur la base de ça. Et donc, quand ils vous accompagnent, les microfinances aussi, elles sont limitées. Il y a un certain montant qu'elles ne peuvent pas vous donner, octroyer. Selon la réglementation bancaire, d'accord, dans l'UEMOA, la microfinance, elle ne dépasse pas 100 millions. Alors, mais M. Ouedraogo, il a besoin de 200 millions, 300 millions, parce que son activité a commencé, en tout cas, à bien donner. 200, 300 millions. Alors, la microfinance ne peut pas lui donner à lui seul 200 millions. C'est pas possible. À lui seul, je précise, il ne peut pas lui donner 200, 100 millions. Soit, il va prendre peut-être dans une microfinance ici, prendre aussi l'autre pour compléter, ça va faire 200, 300 millions. Mais vous vous dispersez. Et donc, les microfinances ne sont plus en mesure de vous financer parce que vous commencez à croître à un certain niveau. Et c'est là que vous traversez notre étape, vous arrivez vers ce qu'on appelle maintenant les mésofinances. Ils existent, mais les gens ne les connaissent pas. Les mésofinances, eux, quand vous arrivez chez eux, ils vont vous demander, OK, là-bas, on ne va plus vous demander est-ce que vous maîtrisez votre activité parce qu'on s'est dit, si vous êtes arrivé chez nous, vous maîtrisez l'activité. Ce qu'on va vous demander, on va vous demander est-ce que vous avez des factures d'achat quand vous achetez vos machins, vous avez les factures? Est-ce que quand vous vendez, vous avez des factures de vente, des registres de vente ou bien quelque chose où vous notez? Vous allez dire oui ou non. D'accord? Et là, ils vont vous dire, OK, les maisons finances, ils vont commencer à vous dire, d'accord, c'est bien, mais commencez à faire un peu vos états financiers, un peu, un peu. Faites-vous accompagner pour que vos états financiers soient produits. Même pour l'instant, si ce n'est pas certifié, ce n'est pas grave. Certifié, c'est vous dire, un expert comptable, par exemple, mon ami Modeste, atteste que oui, ce qui est dedans, c'est vrai, c'est fiable et tout. Donc, nous, les maisons vont dire, OK, commencez à faire ça un peu. Mais quand vous avez des factures de vente, achat, vous avez des registres et tout, vous avez une garantie, on peut y aller. Les maisons finances vont vous accompagner. Mais elles aussi, elles sont limitées. Pas parce qu'elles n'ont pas l'argent, parce que la réglementation bancaire aussi les contraint. D'accord? Et la réglementation bancaire au niveau des maisons finances, elle ne peut pas vous octroyer plus de 250, 300 millions de francs CFA. Donc, M. Ouedraogo, sa structure commence à devenir vraiment grande. Lui, il a besoin maintenant des 500 millions, des 600 millions, 700 millions, etc. Mais la maison finance, selon la réglementation, ne peut pas donner à M. Ouedraogo 500 millions, 300 millions, 400 millions à lui seul. Je précise, à lui seul. Donc, ce que M. Ouedraogo peut faire, c'est d'aller peut-être dans d'autres maisons finances et prendre un peu complété. Mais il se disperse encore, ce qui peut être encore plus coûteux. Donc, quand M. Ouedraogo est là, c'est là maintenant qu'il va se diriger vers ce qu'on appelle la banque. Est-ce que vous voyez le cheminement? D'où il est quitté avant d'arriver à la banque. Mais nous, lorsqu'on a un besoin de financement, pouf, c'est la banque. Bon, je vais à la police déposer mes dossiers, ou bien je vais à la telle déposer mes dossiers. Non. Donc, vous voyez tout le chemin qu'il a parcouru avant d'arriver à la banque. Quand il arrive à la banque, qu'est-ce qu'on va lui demander? On ne va plus lui demander est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il a un réseau. Non. Est-ce qu'il a des factures d'achat-vente? On ne lui demande plus. Depuis la maison, on lui avait dit de commencer à faire ses états financiers. La banque, quand elle va arriver, elle va vous demander est-ce que vous avez des états financiers?
Ça, c'est la question. Est-ce que ces états financiers-là sont certifiés? C'est là maintenant, la banque dit, est-ce que vous avez des états financiers certifiés? Et vous demande plus de factures et tout. Parce que si, pour ceux qui font les états financiers, c'est les éléments qu'on a cités derrière là qui vous permettent de faire ça, qui regroupent toutes ces choses. Alors, si vous aviez, on va regarder votre dossier. Si vous n'avez pas, bon, ce n'est pas votre place. Mais vous, vous-même, vous saviez, vous êtes une PME. Nous sommes là, rares sont les PME qui nous envoient des états financiers, même non certifiés. Vous n'avez même pas d'état financier. Vous vous en allez vers les banques pour aller chercher du financement. Vous voyez déjà, tout ce que vous laissez toutes ces étapes, toutes ces structures. Vrai que peut-être il n'y a pas de communication autour, on peut comprendre, mais vous laissez toutes ces démarches, vous allez à la banque. Et vous n'avez pas la documentation nécessaire. Alors, du coup, la banque va vous réfugier, ou bien on va prendre votre dossier, bien évidemment, parce que vous ne respectez pas ce qu'elle dit. Et donc, quand vous arrivez au niveau de la banque, sachez aussi que la banque, elle ne finance pas jusqu'à l'infini. La banque aussi, elle est limitée. Oui, oui, elle est limitée. Finance pas jusqu'à des milliards, des milliards, des milliards. Selon la réglementation bancaire, toujours, la banque ne peut pas financer un individu jusqu'à un certain montant. Et selon la réglementation, c'est 25% de son capital. D'accord? 25% de son capital. Donc aujourd'hui, M. Ouedraogo, sa structure grandit, grandit, grandit. Alors, selon la réglementation bancaire, avant 2024, le capital minimum pour une banque, okay, pour créer une banque, c'était 10 milliards de francs CFA. Maintenant, on est passé à 20 milliards de francs CFA. Donc, si on est à 20 milliards de francs CFA et que M. Ouedraogo dit qu'il lui veut 10 milliards, la moitié, on peut pas lui donner en tant que banque. Pas parce qu'on n'a pas l'argent, on peut avoir plus, mais on ne peut pas. Ça, c'est des règles de prudence. On ne peut pas lui donner. En tant qu'individu, c'est trop risqué. On ne peut pas prendre en tout cas, tout notre portefeuille et remettre à quelqu'un qui, en tout cas, avec tous les risques qu'il y a en cours. Du coup, M. Ouedraogo, soit vous allez entendre souvent des poules bancaires, c'est-à-dire des banques qui se mettent ensemble pour financer un individu. Donc, vous allez voir souvent la Sopitex, dont les banques, généralement, se mettent ensemble pour financer parce que le montant qu'elles demandent est énorme et une banque ne peut pas financer. Et donc, quand la structure de M. Ouedraogo arrive à ce stade et que les banques ne peuvent plus l'accompagner comme il veut, le dernier recours, c'est ce qu'on appelle la bourse. La bourse. Et ça, c'est le plafond. Là-bas, c'est illimité. Là-bas, qu'est-ce qu'on vous demande? On ne vous demande pas si vous êtes formé. Ça, c'est la base. On ne vous demande même pas si vous avez. Ça, c'est la base. On ne vous demande pas est-ce que vous avez des factures, machin et tout. Non. On ne vous demande même plus est-ce que vous avez des états financiers certifiés. Parce qu'au niveau de la banque, déjà, à un certain niveau, il faut que vous l'ayez obligatoirement. Et au niveau de la bourse, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'information. C'est l'information. Juste l'information. L'élément le plus important là-bas. Qui peut faire changer tout à un instant T. Donc aujourd'hui, si on dit, il y a un produit qui va commencer à se vendre bien, vous allez voir, tous les commerçants vont commencer à vendre. Alors, la saison pluvieuse arrive, il y a des produits qui marchent. Par exemple, les parapluies commencent à marcher. Mais bon, si toi, tu ne sais pas, bon, tu n'as pas l'information, tu es là. Et donc, quand vous êtes à la bourse, le montant est illimité et ce montant dépend de l'image que vous donnez aux autres. Donc, l'image que votre structure donne aux autres vous permet de vous financer comme vous voulez. Ça, c'est la bourse. Donc, je vous ai décrit un peu toutes les structures selon l'évolution de votre structure. Donc, en résumé, le choix de la source de financement dépend de la phase d'évolution de votre structure. Votre structure, à quelle phase? Démarrage, en maturité, en croissance et tout. C'est quel type de gouvernance vous voulez? Est-ce que vous êtes formalisé? Vous avez des factures d'achat? Est-ce que vous formalisez tous vos sorties et entrées? Les conditions de crédit également sont un élément qui permet de choisir un financement ou pas. Le temps de mise en place, si ça dure ou pas, parce que souvent les gens viennent prendre le crédit lorsqu'ils sont coincés.
et le coût du financement. Alors, pour la préparation du dossier, troisième point et dernier, pour la préparation du dossier de financement, on a dit ici, nous, on va s'adresser aux PME qui existent, qu'elles soient formalisées ou non. Donc, tous les PME qui existent, qu'elles soient formalisées ou non, les sources de financement commencent à partir peut-être globalement des microfinances à monter. Microfinance, mésofinance, ok, banque, d'accord, à un certain niveau élevé, bourse, d'accord. Il y avait des fonds d'investissement qui existent également. Alors, quels sont les éléments que vous devez réunir pour monter votre dossier? Monsieur Ouedraogo, toujours, il vient monter. Il a fini d'analyser sa situation. Il a analysé sa situation. Il a vu à quelle étape lui se trouve et tout. Il a vu également les choix qui s'offrent à lui. Les plusieurs choix qui s'offrent à lui. Et il va faire ses choix. Il se fait accompagner, bien sûr. Ensuite, quand il finit de faire le choix, il doit préparer maintenant son dossier pour aller déposer dans cette structure. Et globalement, que vous soyez une PME existante, hein, formalisée ou non, l'élément de numéro un, c'est votre document juridique. Si vous êtes formalisé, votre RCCM, votre IFI, d'accord? Si vous êtes formalisé et que vous êtes une société, une SARL, une SA, une SAS, votre statut est obligatoire. Mais si vous êtes formalisé et que vous êtes une entreprise individuelle, le statut n'a pas besoin, ça n'existe pas même. Donc le RCCM, IFI, statut, d'accord? Votre pièce d'identité, ça c'est important. Donc ça fait partie de tous les documents juridiques. Tous les documents juridiques. Si vous avez des contrats avec des fournisseurs, vous avez des contrats de vente déjà qui assurent, qui montrent que quand vous achetez, vous allez vendre automatiquement. S'il existe des autorisations dans votre domaine d'activité où vous avez des autorisations pour exercer, vous les fournissez, toute la documentation juridique, d'accord? Toutes les autorisations que vous aviez, vous deviez fournir. Ça, c'est l'aspect juridique. L'aspect légal, l'aspect qui montre que vous existez pas de façon illégale. Si, pour des structures qui ne sont pas formalisées, vous devez vous faire formaliser. Vous devez vous faire formaliser. Aujourd'hui, la formalisation est quand même facile. Le Burkina, d'ailleurs, a facilité la formalisation. Vous créez une SARL, vous pouvez le faire même à 5 000 francs. D'accord? Vous pouvez créer votre SARL. Donc, ceux qui ne sont pas formalisés, vous pouvez formaliser. Mais ça ne sous-tend pas que si vous n'êtes pas formalisé, vous ne pouvez pas avoir du financement. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, ce qui est bien, c'est de se formaliser pour pouvoir bénéficier de plus de crédit. Si vous n'êtes pas formalisé, il y a un certain nombre de montants qu'on ne peut pas vous octroyer en tant qu'individu. Donc, toute la documentation juridique, ça c'est le 1. Ensuite, quand vous finissez avec le document juridique, on parle de PME. Donc, c'est les documents financiers. Ici, quand je mets bilan, compte de résultats, tableau et tout, c'est des structures quand même bien formalisées. Mais pour les PME, on vous demande d'envoyer ce que j'ai dit précédemment, vos registres de vente que vous avez, si vous avez des factures d'achat, je ne parle pas des PME, factures d'achat, factures de vente, vos relevés de compte bancaire, d'accord? Vos relevés de compte bancaire, que ce soit pour le gérant ou bien au nom même de votre PME. Tous vos relevés, je précise tous vos relevés. On fait malheureusement, on fait face souvent à des gens qui veulent cacher l'information, ne veulent pas dire qu'ils ont tel relevé parce qu'ils ont des engagements sur des comptes. Peut-être qu'ils ne veulent pas dévoiler. Alors qu'en fait, ça, on va toujours chercher. Et dans le système financier, on a des moyens, d'accord? On travaille ensemble. En français facile, on travaille ensemble. Donc, on peut facilement savoir à quel moment. Et quand vous êtes dans la posture de mobiliser de fonds, dites toujours la vérité. Sinon, si vous ne dites pas la vérité, moi, principalement, j'ai rejeté des dossiers parce que le promoteur n'a pas dit la vérité. Le promoteur, quand on l'accompagne, on lui demande, il dit non. Et pourtant, il a des engagements à 75 millions.
cacher, ils ne veulent pas dire et tout. Automatiquement, vous êtes banni parce qu'on ne sait pas si on vous donne du crédit, qu'est-ce que vous allez en faire. Après le 2, il y a des informations complémentaires que vous donnez sur l'entreprise, d'accord, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et on structure maintenant votre dossier avec votre besoin, puisque dans l'analyse de la situation, vous dégagez clairement votre besoin, d'accord, votre besoin de financement et tout. Alors, dans tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on a commencé par est-ce que vous avez une garantie? Non. On a dit votre activité, est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce que vous avez des registres? Est-ce que vous avez des états financiers? Est-ce que vous avez des factures d'achat ou de vente? Est-ce que vous avez des relevés de compte bancaire? Est-ce que vous avez un état de besoin? On n'a pas dit, monsieur, est-ce que vous avez une garantie? La garantie vient en dernière position. Alors, monsieur Ouedraogo, bien évidemment, comme toute autre personne, si on ne se connaît pas, on n'a jamais eu à travailler ensemble, d'accord? Je ne pense pas que dans votre activité, vous allez accepter moi, monsieur Bansou, je viens dire, bon, monsieur Ouedraogo, donnez-moi votre marchandise, d'accord? On ne se connaît pas, on n'a jamais travaillé. Donnez-moi votre marchandise pour 20 millions. Je vais aller vendre et puis je vais venir vous donner l'argent à crédit. La probabilité que vous me donnez est très, 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 très faible. Parce que vous n'allez pas me donner. Vous allez chercher d'abord, est-ce que lui-là, qui le connaît? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui, etc. C'est la même chose. Je rappelle que les fonds qui sont dans les structures qui vont vous financer, c'est vos fonds en réalité. Donc, quand monsieur Kaboré vient déposer de l'argent, nous on prend ça, on donne à monsieur Ouedraogo. Si monsieur Ouedraogo ne paye pas, quand monsieur Kaboré vient, qu'est-ce qu'on lui répond? On va prendre peut-être l'argent de monsieur Sawadogo, donner à monsieur Kaboré en attendant que monsieur Ouedraogo paye. Mais lui, il persiste, il ne paye pas. Donc, au fur et à mesure, on a des impayés et les structures deviennent de plus en plus dures. Pourquoi elles sont dures? Parce qu'elle a en face d'elle des gens qui ne payent pas du crédit. Ensuite, lorsqu'on finit le dossier avec les éléments cités, on va aller le soumettre au niveau de la structure. Donc, il y a un entretien généralement que vous faites quand vous êtes une PME, parce qu'on est dans les PME, il y a un entretien que vous faites avec généralement ce qu'on appelle votre gestionnaire de compte. Lorsque vous venez, vous allez ouvrir votre compte obligatoirement parce que si on vous offre du crédit, on doit mettre dans un compte. Votre compte est affilié à un gestionnaire avec qui vous devez communiquer régulièrement. Donc, vous allez lui présenter votre projet, communication, expliquer clairement les besoins et la stratégie de votre entreprise. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est votre avocat dans la structure. C'est lui qui défend vos dossiers. Ensuite, faites l'analyse que vous avez faite précédemment. L'innovation. Mettre en avant les aspects innovants et le potentiel de développement. Parce que toutes les structures veulent financer des activités à fort potentiel de développement. Et enfin, la garantie. Proposer une sûreté et des garanties solides pour assurer les financiers. La partie négociation. Il faut écouter. Il y a des clients, lorsqu'ils veulent du crédit, de façon 90% des clients, lorsqu'elles veulent du crédit, hein, elles sont attentives. Tout ce qu'elles disent, elles disent oui, oui. Mais lorsqu'elles ont le crédit, c'est toi qui cours après la personne. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Mais en son temps, il peut t'appeler même à des heures pas propices. Donc, écoutez, prendre en compte les remarques et attention des institutions financières. En réalité, c'est le bien de votre dossier. S'il y a des ajustements à faire, votre gestionnaire qui est ici, qui vous représente, va le faire. Et il y a des négociations, mais pas beaucoup. Et enfin, lorsque vous avez obtenu le crédit, monsieur Ouedraogo, il a obtenu 100 millions remboursables sur 12 mois avec des remboursements mensuels. Lorsque vous avez obtenu, comme je l'ai dit, avant l'obtention, le client, il est doux, il est calme. Tout ce que tu lui dis, même si tu l'insultes, ça ne lui dit rien. Voilà, lui, il veut du crédit. Mais lorsqu'il a du crédit, pour rembourser,
c'est une autre histoire. Mais en réalité, le remboursement conditionne les autres crédits que vous allez prendre. Les autres crédits que vous allez prendre sont conditionnés par le remboursement. Et le premier élément qu'on regarde, lorsque vous venez pour pouvoir prendre un deuxième crédit, un second crédit, c'est est-ce que vous avez respecté vos engagements du premier crédit? Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous avez remboursé les échéances à temps et tenu les obligations contractuelles? On a dit de rembourser chaque 10. On a convenu ensemble, vous avez signé. Vous venez rembourser le 20 ou le 15 avec des jours de retard. Chaque mois, vous faites des 15 jours de retard, 20 jours de retard, 14 jours de retard, souvent un mois de retard. Et mettez-vous à la place de la structure en tant que PME. Vous avez un client qui vous dit il va vous payer le 20. D'accord? Vous vous entendez avec lui, vous dites ok, il n'y a pas de problème. Le 20 ne vient pas. Il attend le 15 du mois prochain, il vient. Et il vient, il ne vous paye même pas le tout, il vous donne la moitié. Quelle est la position que vous allez avoir face à ce client prochainement? Un, la confiance. La confiance va prendre un coup. Deux, c'est plus évident que vous allez continuer avec lui. Même si vous allez continuer, vous allez être plus strict et plus dur. Donc, le respect des engagements. Ensuite, il y a le suivi de l'utilisation. Ça, c'est un élément vraiment crucial. Monsieur Ouedraogo dit qu'il veut prendre les 100 millions pour acheter le sésame. Ou bien il veut exécuter un marché. Il prend, il va se marier. Ou bien il prend, il va acheter des véhicules. Ou bien il prend. L'objet en réalité du contrat n'est pas respecté. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux et au renouvellement, vous vous tuez en réalité. Ce n'est pas l'institution, mais c'est votre dossier que vous tuez en réalité. Ensuite, il y a un reporting financier, d'accord, périodique que vous devez faire, fournir régulièrement les états financiers, j'ai mis ça, les informations demandées. Et enfin, la relation de confiance. Entretenir une bonne communication, une transparence avec les bailleurs de façon globale. La confiance, vous savez, c'est la base de tout. Toute activité est basée sur la confiance. La confiance, c'est le début et la fin de toute activité. Si on ne vous fait pas confiance, vous n'allez plus, en tout cas, vous n'allez pas durer. Mais si on vous fait confiance, ça va vite. Imaginez-vous, monsieur Ouedraogo, qui a respecté ses engagements. Il a payé régulièrement, propre, sans problème. Il a pris, il a mis dans ce qu'il voulait. Son activité se développe lui-même personnellement et il arrive à faire face à ses échéances. Lui et l'institution, il y a une confiance. Quand M. Ouedraogo revient, il dit qu'il veut un montant supérieur. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de tractation. Ça va vite. Souvent même, les directeurs et tout vont se transformer en avocat du client parce qu'il est bon. A contrario, s'il n'est pas bon, c'est la bonne nouvelle pour nous. Donc, merci à tout le monde pour votre attention. Toutes les questions sont les bienvenues. Et je rappelle sur cet élément que pour en résumé, il y a 4 éléments qui sont importants dans votre dossier. Et pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas travailler avec le crédit, lorsqu'on va se voir, ils vont travailler avec le crédit. Il y a votre expérience dans votre activité, un. Deux, il y a votre expérience crédit. Est-ce que vous avez déjà pris du crédit une fois? Trois, il y a ce qu'on appelle votre expérience crédit, il y a votre remboursement, votre comportement avec le crédit. Et le quatrième, c'est la garantie. Donc, merci beaucoup à tous. Je reste disponible pour toutes les questions. Ok, merci beaucoup à M. Bansé pour cette brève présentation. Alors, ça a été assez clair. Nous vous disons merci.
Donc, avant d'entamer la phase de questions-réponses, je voudrais revenir sur quelques points très importants que j'ai pu noter. Bon, c'est dans le sens de rappeler à tous ceux qui ont suivi les points importants que nous avons abordés et aussi que vous vous apprêtez par rapport à vos différentes questions. Donc, le tout premier point, c'est que nous avons parlé des crises, donc, qui ont des effets alors sur les aspects financiers, économiques et psychologiques au niveau des entreprises. Voilà, donc de façon financière, la crise va se matérialiser par la réduction des revenus ou encore, en tout cas, des difficultés d'accès au financement. Alors, c'est d'où l'intérêt même de cette formation. Bon, après l'impact des crises, nous avons parlé des étapes clés du montage d'un dossier financier, donc qui passe par d'abord l'analyse de la situation même de l'entreprise. Et donc, en passant par un diagnostic déjà pour détecter le problème, les prévisions et encore vérifier la cohérence donc, de nos positions là par rapport à la stratégie globale. C'est ce que nous avons vu au niveau de l'analyse de la situation. Alors, après avoir analysé sa situation, nous avons vu que le formateur nous a encore dit que il faut identifier les sources de financement. Et là, c'est les sources de financement adaptées. Est-ce que ça sera bancaire? Est-ce que ça sera institutionnel? Ou bien vous pouvez vous autofinancer? Et après cela, il y a une autre étude qu'il faut faire pour parvenir donc, au choix donc, du financement. Donc, nous avons également vu la préparation du dossier de financement. Nous avons abordé la négociation et l'obtention du financement et il a terminé par le suivi et la gestion du financement. Donc, c'est ce que nous avons parcouru ensemble et nous allons vous écouter, tous ceux qui ont des questions. Alors, la parole est à qui voudrait la prendre, mais bien avant, Monsieur Bansé, vous allez répondre du tic au tac ou bien nous allons prendre d'abord les questions et après vous allez répondre. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Ok, donc J'ai dit, oui, on va procéder à questions-réponses. Donc, quand quelqu'un pose pour une question, on apporte la réponse et on avance. Si ça vous ok, convient, on pourra aller comme ça, quoi. ok. Ok, la parole est à qui voudrait la prendre pour des questions, en tout cas, pour quelques zones d'ombre que vous avez dû constater que vous voulez que le formateur vous éclaircisse. Allô? Oui, Bonjour à tout le monde. bonjour. OK. Je me présente, je suis Ebi Awaka. Vous entendez? C'est bien, nous vous entendons. OK. Je suis assistant analyste financier au Fonds burkinabé de développement économique et social. Et merci au formateur pour la brillante présentation et avec les éléments qu'il a mis, bon, ça a vraiment nous éclairé sur beaucoup de points. Merci aussi pour l'initiative. On a beaucoup appris. Mais je voulais d'abord apporter certaines choses aussi et poser une question. Et tout d'abord, quand M. Bansé parlait de présentation au niveau de construction du dossier, et c'est pas, il y a des éléments qu'il a un peu effleuré sachant qu'il a parlé des états financiers, vous présentez les bilans et autres, pour pouvoir avoir accès au financement. Et c'est grâce au plan d'affaires aussi, voilà, et les banques, les dossiers en question, pouvoir y trouver les éléments auxquels, par exemple, la banque montre ses dépenses et ses revenus futurs. Et aussi, à la fin, si pour accorder même les dossiers et les financements, et les institutions font souvent des joints à cela pour permettre aux décideurs aussi d'accorder du crédit à ce que les promoteurs ont dit. Et les plans de financement aussi est bouclé. Et
avec voilà, la construction des éléments, tous les éléments que la plupart des institutions demandent. Voilà, je pense que M. Bansé devait ajouter ces éléments parce que bon, si un analphabète, quelqu'un qui n'a jamais, à travers les experts, soit par exemple le guichet unique qu'ils font souvent les experts, évaluer même ce qui existe même au niveau des promoteurs pour pouvoir connaître la valeur parce que en demandant un financement, la garantie qu'on demande, souvent, par exemple, au niveau le niveau bancaire, ça dépasse même le montant du financement. Et ça, avec l'expertise, on peut connaître le coût réel de la garantie pour pouvoir, par exemple, mettre dans le dossier. Et si la garantie ne vaut pas le coût du financement, il faut faire un apport financier pour compléter à la garantie en question pour pouvoir, par exemple, espérer avoir le crédit. Voilà, ce sont des éléments d'ajout à mon niveau que je voulais faire. Et à la suite de ça, je vais poser une question à savoir, bon, quand une fois on a le financement, on voulait réaliser certaines choses. Voilà, on parle de situations de crise. Par exemple, il peut y avoir des zones qui n'ont pas été attaquées par la crise financière et sécuritaire du moins. Et le moment de réalisation ou bien de finaliser des choses et la crise vient toucher, par exemple, les acquisitions, par exemple, du promoteur, qui est, par exemple, contraire même au projet. En ce sens, qu'est-ce que le promoteur doit être censé faire pour, par exemple, expliquer aux banques et qu'est-ce que les banques aussi, M. Bansé qui est dans un microfinance, qu'est-ce que les banques aussi font et pour, par exemple, apporter, par exemple, l'aide aux promoteurs pour que vraiment cette situation de lui aussi n'englobe pas ou bien, voilà, mais à lui ses activités. Voilà ainsi ma question. Alors, merci, monsieur Ebier. Merci pour les ajouts, les compléments. Alors, dans la présentation, j'ai mis, etc. Tous les plans cités, tous les éléments cités, généralement, c'est les éléments des états financiers. Vous voyez, au niveau de la garantie également, quand on dit qu'il faut expertiser, je ne vais pas le dire qu'il faut expertiser parce que, généralement, les structures, d'accord, on ne donne pas, on ne dit pas au client d'expertiser un bien d'envoyer. Parce que dans l'expertise, il y a beaucoup de magouilles. Il y a des gens qui expertisent, ils ajoutent de la valeur à la valeur pour pouvoir donner un bien dont la valeur n'est pas réelle. Et donc, généralement, dans les structures financières, on vous demande juste votre garantie qu'on valide, d'accord, on prévalide à travers le service juridique, d'accord, et ça passe dans un secteur qu'on appelle l'expertise. L'expertise, généralement, les structures financières privées, globalement, ont des listes, d'accord, d'experts immobiliers qui, eux, vont aller faire l'expertise, qui leur assure que la valeur qu'ils donnent est la valeur réelle du bien. Avant, c'était libre cours. Lorsque vous avez une garantie, vous envoyez, vous allez chercher quelqu'un, il expertise, il vous envoie et tout. Mais on a constaté de fur et à mesure, lorsqu'on voulait souvent de temps en temps, lorsque c'est vraiment coincé, réaliser une garantie, on voit que la valeur réelle de la garantie n'est pas là-bas. Les visites de terrain se font également. Avant même, hein, les visites de terrain, c'est au cours de l'analyse de votre dossier que les visites se font. Que ce soit de votre gestionnaire et son chef d'agence, de votre gestionnaire et tout son responsable, ainsi que les analystes également qui vont visiter votre activité. Parce qu'ils n'ont pas la même angle de vue. Le gestionnaire, ceux qui envoient le dossier, ils veulent faire ce qu'on appelle des chiffres. Ils envoient le business. Et en tant qu'analyste, en tant qu'analyste, votre activité, c'est de protéger l'institution. L'analyste, en réalité, son rôle, c'est de protéger. À travers les dossiers qu'ils analysent et qu'ils découvrent, en réalité, en français, on peut dire c'est un détective. Il va voir est-ce que ce dossier est vraiment bon, comme on l'a décrit dans le dossier. Et les états financiers, j'ai dit les états financiers,
Le plan d'affaires, le business plan. Oui, on demande généralement le business plan, globalement. Euh, Comme M. Aboubacar, c'est mon confrère, il y a certains je ne vais pas vous dire. Sinon, en réalité, les états financiers, là, il n'y a pas un état financier qui n'est pas bon. Tout ce qui vient chez nous, c'est des super entreprises et tout. Quand vous rentrez dans le fond, c'est pas bon. Et les éléments que je cite, c'est les éléments de retraitement qui nous permettent de pouvoir avoir une idée réelle de l'activité. Relativement à la question, lorsque je prends un crédit, il n'y avait pas de crise et je vais maintenant mettre en place ou bien réaliser ce que j'avais en projet et que la crise vient, qu'est-ce que je fais? Voici pourquoi la communication entre vous et votre gestionnaire, entre vous et votre correspondant dans l'institution, qu'elle soit privée, publique ou en tout cas parapublique, est importante. D'accord? Généralement, on dit aux clients, lorsqu'il y a une situation indépendante de votre volonté, ça ne dépend pas de lui, indépendante de votre volonté, alertez systématiquement. Et généralement, on vous demande de faire un courrier. Parce que s'il appelle, dit oui, ça va, voici ce qui arrive. Non, on ne peut pas transmettre ça à la direction afin de décider sur le dossier. Il transmet un courrier dans lequel il explique l'impact réel de cette, en tout cas, situation-là sur son activité. Parce qu'il y a des situations, des activités où la crise peut-être n'aura même pas d'impact dessus. Donc, il va nous expliquer pourquoi. Et généralement, les structures financières procèdent à ce qu'on appelle des restructurations, euh, des réaménagements de conditions, d'accord, de souplesse en réalité, permettant aux promoteurs de pouvoir être un peu à l'aise dans le paiement et de ne pas lui serrer le coup en réalité. Parce que lorsqu'on donne le crédit, c'est pour que vous développez votre activité. Ce n'est pas la réalité pour que votre activité tire la baisse en réalité. Moi, c'est Madame Nana. Je D'accord. voulais intervenir par rapport au niveau de la garantie et j'ai une question. C'est apporter un ajout et poser une question. L'ajout au niveau de la garantie, c'est quoi? En fait, l'expertise de la garantie dépend des institutions. Comme Exactement. l'expertise est coûteuse, dans le souci d'amoindrir le coût du crédit, en fait, c'est une décision, hein. L'institution peut opter de ne pas demander une expertise au client. Mais derrière ça, c'est de vérifier l'authenticité des documents. Parce qu'il se trouve qu'il y a des documents qui parviennent, qui semblent être des originaux, mais dans la réalité, qui sont des garanties litigieuses. Donc, c'est ça vraiment qui reste à vérifier. Le plus important, c'est l'authenticité des documents qu'on reçoit. Maintenant, ma question, moi, en suivant M. Bansé, n'est pas conseillé à un promoteur de s'autofinancer dans sa globalité. Et en même temps, l'autofinancement, c'est le moyen de financement le moins coûteux. Et pourquoi ne pas conseiller à un promoteur de... Bon, je n'ai pas saisi les raisons. Ok. Merci à Madame Nana, que je connais bien. Alors, comme elle a dit, hein, c'est important. Mon confrère, lui, il est au fond Burkinabé, FBDS. Donc, Madame Nana est aussi dans une structure financière. Les expertises en fonction de la structure. Et voici pourquoi j'ai dit la source de financement, c'est la clé en réalité dans la réussite de votre financement. En fonction du niveau d'évolution de votre structure. Si vous êtes une PME, vous allez vous mettre dans une structure où vous devez faire expertise et tout. Quand on va défalquer tout ça du montant qu'on va vous donner, ça va pas être. Vous allez peut-être dire, ah, mais ça ne vaut pas le coup. Certaines institutions aussi ont décidé de faciliter, mais comme elle a dit, de vérifier l'authenticité des documents juridiques qui leur sont apportés. Parce que
À Ouaga, généralement, c'est la mafia. On a beaucoup d'experts maintenant. Alors, pourquoi un individu ne doit pas s'autofinancer dans la globalité? Alors, ça, c'est une question importante. S'autofinancer dans sa globalité, d'accord, c'est prendre un gros risque. Un. Le gros risque, c'est quoi? C'est de payer tout votre fonds au cas où ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous êtes seul à avoir tout perdu. Deuxièmement, quand c'est vos propres fonds, il n'y a pas une certaine pression. Vous êtes dans une institution, vous savez, les pressions que vous mettez aux clients. Il n'y a pas une certaine pression en termes de profil, sauf s'il s'agit de quelqu'un de vraiment discipliné, vraiment rangé. Quand vous prenez un crédit, par exemple, même les grands hommes qui financent leurs activités, ce n'est pas sur les propres fonds. Ça peut être à moitié fonds propres, à moitié crédit. Parce que le crédit a ce qu'on appelle un effet catalyseur. Il a cet effet-là qui vous permet de booster votre activité. Et quoi qu'on dise, un individu ne peut pas avoir une certaine capacité financière à un certain montant. On a quelques-uns, mais de façon générale, c'est difficile. Et lorsque vous vous lancez dans des activités à financer à fonds propres, vous êtes limité, d'accord, en termes de fonds. Et étant seul, vous prenez plus de risques. Quand ça ne marche pas, vous vous retrouvez au point mort. Et tandis que le crédit va vous apporter ce plus, cette pression et cette volonté de vouloir aller de plus en plus haut. D'accord, si on prend un, on ajoute un autre, ça fait deux. Mais malheureusement, comme on est dans des zones où on n'a pas la culture de travailler peut-être à deux, trois, on veut toujours être le seul dans la structure. Du coup, peut-être cette alternative où on a des actionnaires, où chacun apporte, ne marche pas. Donc voici un peu les raisons qui poussent généralement les financiers à dire qu'il n'est pas bien de se faire financer globalement. Si à l'instant moi-même j'ai des fonds propres pour un certain montant, que j'ai un projet, si j'ai la capacité d'être financé par un crédit, je vais prendre un crédit et peut-être prendre une quote-part liée à mes fonds propres afin de les accompagner. Ça me laisse encore une réserve au cas où pour pouvoir me défendre. Donc il y a tellement de raisons. D'accord, c'est ce développement que je voulais que vous fassiez. Merci beaucoup. C'est compris. D'accord. Ok, merci à M. Bansé encore pour cette réponse qui a été claire. Madame Nana, vous êtes satisfaite? Oui, bien sûr. Ok. Je voulais Ah, que les PME comprennent pourquoi C'est ça. il faut vraiment aller vers les autres types de financement que l'autofinancement. ouais, c'est ça. C'est important. Bon, c'est comme ce que le formateur a dit, hein. Euh, S'autofinancer, c'est vraiment très risqué. Il y a le risque, il y a le fait qu'il n'y a pas de la pression parce qu'on se dit que de toutes les façons, tous les fonds m'appartiennent, c'est moi, j'ai mis tout mon argent, donc il y a aucune sorte de pression. Et sans Mhm. oublier le fait que même le crédit, si on va aller dans l'analyse financière, il y a un effet de levier, hein. Voilà, donc pour ne Oui. pas revenir à la réponse que le formateur a apportée, nous allons écouter maintenant Monsieur Yacouba Traoré. Vous avez levé la main. OK. Samaro Denis, vous avez aussi levé la Ah, main. allô? Oui? Vous m'entendez? OK, oui, on vous entend, on vous reçoit. Voilà, bon. En fait, je voulais vous remercier. Voilà, vous et puis le formateur également, Monsieur Bansé. Je trouve que vraiment c'était vraiment enrichissant. Voilà, les échanges étaient enrichissants. Mais je voulais faire un apport parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de panélistes qui se sont beaucoup basés sur la garantie. Je voyais surtout la garantie. On dit d'évaluer la garantie, de surévaluer la garantie, de faire quoi pour la garantie. Mais je me dis que, bon,
On a eu les cas, parce que moi, je travaille dans une institution de microfinance que je vais Ok. taire le nom. Mais la Mhm. garantie, pour moi, on ne veut pas dire que ce n'est pas important. Voilà. Mais surtout, c'est l'activité et C'est le ça. projet que la personne va mettre en place. Parce que Mhm. moi, je sais que je fais face à à des difficultés parce que actuellement, nous avons même des garanties, mais le recouvrement reste terrible pour les microfinances. Parce que pour nous, voilà, c'était pour dire que non, c'est l'activité. C'est la conclusion, là, pour moi, c'est l'activité. Et puis, je voulais ajouter quelque chose et je voulais que peut-être monsieur Bansé me répond. Je sais que la plupart des microfinances, là, dès le démarrage, là, ils n'ont pas tendance à financer les activités. Voilà, parce qu'on s'est dit que quand l'activité démarre, on ne finance pas. Je voulais voir pourquoi. Voilà, je voulais des informations par rapport à ça. Merci, c'est tout pour ma question. Monsieur Traoré, Oui, j'ai fini. Je ne sais pas si je n'ai vous pas avez compris entendu la ma question, question. hein, ça s'entrecoupait. Reposez s'il te plaît. J'ai dit la plupart des microfinances, Mhm. voilà, quand un promoteur vient, on dit qu'on Mhm. ne finance pas la personne parce qu'il vient de débuter. C'est parce que c'est un débutant. Exactement, c'est Voilà, ça. je ne sais pas pourquoi. Parce que la D'accord, plupart, on demande une ancienneté ou bien c'est bon. ça. Voilà, C'est ça. même si le projet est bien calé, on refuse souvent d'accompagner la personne. Voilà, je veux savoir c'est quoi qui est dû à cette réticence-là. D'accord. Voilà, merci. C'est Ok, tout. il Mm. n'y a pas de problème. Déjà, merci pour votre intervention, Monsieur Traoré. Effectivement, ce que les gens ont en tête, hein, quand on dit crédit et ouais garantie. Mais en réalité, ce n'est pas la garantie qu'on finance. On n'a jamais financé quelqu'un parce qu'il a envoyé euh, le payage du COSIAM, parce que voilà, on va le financer. Non, c'est l'activité là qu'on finance. Parce que c'est l'activité qui va permettre de rembourser. Donc, vous avez toute l'analyse dans toutes les structures. C'est l'activité on analyse et on arrive maintenant à votre garantie. Vous vous demandez est-ce que vous en avez, est-ce qu'on peut, voilà, expertiser ou pas, etc. Donc, ce n'est pas le premier point. Donc, je répète toujours, personne n'a pris le titre de COSIAM du crédit, jamais. C'est de Voilà, l'activité c'est ça. qu'on finance. Alors maintenant, pour la question, pourquoi les microfinances ne financent pas les activités lorsqu'elles démarrent? Comme je l'ai dit dans les sources de financement, j'essaie de, de présenter les différentes sources de financement en fonction de l'évolution de votre activité. Alors, microfinance, mésofinance, banque, leur cible, ce n'est pas des structures naissantes. Déjà, en termes de ciblage, quand vous allez dans la réglementation bancaire, d'accord, des micros, méso, les banques, le ciblage, ce n'est pas des structures, des startups, des structures qui viennent d'être créées, non. C'est des structures existantes, ayant des expériences, d'accord, de travail, pas du travail, en tout cas de l'exercice de leur activité. C'est eux que les micros commencent à financer. Même si vous avez 1, 2 ans, les micros vont vous financer. Mais vous venez d'être créé, vous venez. C'est les capital risques qui vont vous accompagner. Parce que eux, ils risquent le capital parce qu'on ne sait pas si vous allez marcher ou pas, si ça va se développer ou pas. Donc, ce n'est pas le rôle en réalité de ces structures. Déjà, c'est le point. Ce n'est même pas leur rôle. Voici pourquoi ils ne financent pas. C'est trop, 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 trop risqué. Et nos structures ne veulent pas prendre de risques. On ne veut pas prendre de risques. S'aventurer sur une structure qui vient de démarrer, dont vous n'avez aucune visibilité sur est-ce que ça va marcher ou pas. Il n'a même pas 1 année d'existence. Les structures évitent ça. Déjà, ce n'est pas leur cible. Et vous ne pourrez pas, en termes de contrôle, parce que lorsque les dossiers sont mis en place dans les micro-banques et tout, ensuite, il y a un contrôle derrière. Le contrôle des dossiers, il y a l'exigence sur, en tout cas, l'existence d'années. Est-ce que la structure a fait combien d'années d'existence? Si le contrôle remarque que vous financez des structures naissantes qui viennent, en tout cas, de démarrer, le risque de perte, bon, ce qu'on appelle dans les structures financières le PAR, PAR, portefeuille à risque là,
va être énorme. Donc, les indicateurs vont être plombés à ce niveau. Donc, ça même déjà, ça y va d'un élément de principe et de contrôle. Oui, Oui, madame, Oui, je voulais apporter faire des un questions. apport. Ok, Et pourquoi les institutions ne financent pas les activités? ok, allez-y. C'est, Allez-y. par exemple, une activité qui est naissante. Ça veut dire que le promoteur n'a pas eu le temps de maîtriser et le marché et aller vers les institutions de microfinance qui demandent beaucoup d'exigences. À ce niveau, par exemple, les remboursements, on ne pardonne pas les retards. Pourtant, ils se projettent pour un avenir à long terme. Et si déjà au début, il a des soucis, il se condamne dès le début. C'est pour éviter tout ça qu'on leur demande de travailler un peu, de maîtriser avant d'aller vers les banques ou les microfinances. Ok. Merci beaucoup, madame. Nana. En réalité, ils sautent les étapes. Donc, quand vous sautez les étapes, franchement, vous allez vous brûler les ailes. Donc, la structure ne peut pas prendre ce risque-là. Modeste, il est là? monsieur Bansé, je suis là. Je pense que Sawadro Denis peut maintenant poser sa question si monsieur Traoré est satisfait. Oui, je suis satisfait. D'accord. Oui, oui. Bonjour à tous. Ok. Moi, je suis Sauré Kishontida Denis. Euh, bon, moi, mon profil est beaucoup plus Bonjour. investisseur que travaille pas dans le domaine en tout cas. Maintenant, je voulais poser au moins deux questions. Je sais qu'il y a une question qui est au moins un peu hors sujet. Quelles sont les structures qui sont dans le domaine du capitalisme au Burkina? C'est une vraie question. On m'entend? Vous m'entendez? Oui, oui, moi, je vous entends 5 sur 5. OK. Ma deuxième question, bon, vu que la plupart sont, je vois qu'il y a des gestionnaires pour le financement des PME, j'aimerais savoir quelles sont les structures favorables qui sont favorables, vous venez ici pour l'acquisition d'un d'un- d'un crédit. Ok, C'est tout. c'est bon? Oui, oui, c'est bon, merci. D'accord. Alors, pour la première question, relative au est-ce qu'il existe des structures de capital risque au Burkina? Déjà, est-ce que vous pouvez en voir quelques noms, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, il existe des structures de capital risque, il existe des structures privées, des OK. structures institutionnelles de capital risque. Les structures privées, vous avez NOCRA Capital, NOCRA, NOKRA Capital, ils sont 1200. Vous pouvez taper sur Google et tout, vous allez les voir. Les structures institutionnelles, le FBDS est classé comme capital risque. D'accord? Est-ce- Le FBDS est classé comme structure à capital risque. OK. Il y a l'AFP PME aussi qui a lancé voilà, un plan de capital risque également. Donc OK. voici quelques noms. Il y a les OK. structures privées, il y a les structures institutionnelles. OK. Maintenant, la deuxième question est, quelle est la structure favorable? C'est ça? Pour le financement, Oui, les domaines favorables, je vais dire. c'est pas les domaines Favorables. pour le financement. Oui, oui, qui acquiert beaucoup de financement. De façon générale, c'est le commerce. D'accord. Dans toutes les structures, micro, OK. méso, banque, généralement, c'est le commerce. OK. Voilà, parce que nous, on suit régulièrement le portrait et aussi avec la réunion avec l'association des structures financières décentralisées.
vous allez voir le secteur d'activité qui, en tout cas, englobe plus de financement côté micro, méso, et banque, c'est le commerce, OK. les achats, ventes. Ensuite, vous avez le transport. Le transport qui vient en deuxième position. Et en troisième position, vous avez les prestations. OK, les prestations, OK. Donc, voici les trois. Mais le commerce, c'est le top, quoi. Lui, il prend l'écart est grand. Et, Ouais, je vois. je pense que c'est bon pour vos deux questions. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Amidou, monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la parole. En fait, moi, ma question, c'était comment un client doit se comporter avec sa garantie. Parce que la plupart des clients qui viennent pour des prêts et autres se focalisent sur les garanties. Voilà. Bien, bon, je veux tel montant, mais c'est une garantie qui coûte tant. Voilà. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment ces clients-là doivent se comporter avec les garanties. Parce que plus mais la garantie en haut, euh, on te voit déjà comme un mauvais client. Tu dis, bon, lui là, parce qu'il est en train de brandir sur ta garantie, c'est pas celui qui va bien payer son crédit. Et si tu n'amènes pas aussi de garantie, bon, le financement est un peu, les gens sont réticents quoi, pour le financement. Je sais pas à quel niveau le client doit mettre sa garantie pour pouvoir avoir un financement. D'accord. Alors, merci à Midou pour sa question. Je pense que c'est une question populaire qu'il a posée. Vous voyez que depuis qu'on a commencé, 90% des questions tournent autour de la garantie. Comme M. Traoré l'avait dit, ce n'est pas la garantie l'élément le plus important déjà. Et j'ai rappelé ici qu'il y a plusieurs structures en fonction de l'évolution de votre structure. Si vous êtes une PME, vous allez au niveau des structures qui vous demandent des garanties. Qui vous a envoyé? Ce n'est pas non. Vous êtes une PME, vous avez 1 an ou 2 ans, ou bien vous venez d'être créé. Généralement, voilà, pour les jeunes, parce que nous tous, on est jeunes aussi. Quand vous venez de créer votre structure, vous allez vers la banque. On vous demande garantie, vous vous plaignez. Non, c'est la procédure. Vous êtes adressé à la mauvaise personne. Si vous vous adressez à la bonne personne, vous allez voir que ça ne va pas être le cas. Si vous êtes une PME, vous allez, ce n'est pas la banque déjà, vous devez aller vers des structures d'accompagnement telles que les business angels. Eux ne vont pas vous demander une garantie. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un business angel? Ils vont demander des garanties. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un fonds de capital risque? On vous a dit, OK, il faut envoyer des garanties. Vous avez sauté, vous êtes venu au niveau de la banque. Je pense que j'ai fait déjà le parcours d'une structure où elle doit aller de façon normale et au niveau jusqu'à arriver à la banque. Mais ce qu'il faut dire dans ce que vous avez dit également, c'est que c'est pas parce que vous envoyez une bonne garantie qu'on dit que vous payez bien. Ou bien c'est pas parce que vous n'envoyez pas une bonne garantie qu'on dit que vous ne payez pas bien. Non. C'est des préjugés que les gens ont sur les institutions financières. C'est des préjugés. D'accord. Et la garantie, ce n'est pas l'élément central. C'est le fait que vous vous orientez mal. Vous n'allez pas vers la bonne structure pour vous financer en fonction de l'évolution de votre activité. Sinon, il y a certaines structures, la garantie, ils la prennent. Mais ce n'est pas des garanties. Même votre moto peut être garantie dans certaines structures. Votre véhicule peut être garanti dans certaines structures. Certaines structures vont prendre des terrains qui sont nus. D'autres vont prendre des terrains qui sont bâtis. D'autres vont refuser carrément des terrains nus. Donc, il y a en fonction de la structure. Mais si vous êtes un jeune, vous avez créé votre structure, ou bien vous êtes une PME, vous avez 2 ou 3 ans d'existence, vous allez dans la cour des grands, en parenthèse, voilà, où on vous demande des garanties, vous vous plaignez. Non, vous vous êtes pas adressé à la bonne personne. C'est juste ça. Est-ce que c'est compris? Bon, en fait, je pose ma question parce que actuellement, il y a un cas concret Ok. où
venu demander un prêt, Vous avez demandé quoi? Un financement. un financement de 2 millions. Vous êtes dans quelle activité? Euh, Quel domaine d'activité? On ne vous entend pas. Microfinance. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Microfinance. Microfinance. Votre activité là, c'est quoi? Vous faites quoi? Ou bien c'est vous êtes allé demander du crédit personnel? Non, je suis un gestionnaire de portefeuille. J'ai pas compris. Je suis un gestionnaire de portefeuille dans une microfinance. Ok, vous êtes gestionnaire de portefeuille dans une microfinance. On ne vous entend pas bien en fait. Il y a des... Ou bien c'est moi seul. Les autres, vous entendez bien? Monsieur Saudo, on n'entend pas. En tout cas, il y a des petits. Donc, j'ai un client. Allô? On vous entend difficilement. Est-ce que vous pouvez couper et puis réactiver? On va voir. Vous m'entendez? Activer maintenant. Modeste, tu peux voir ce qui est possible. Oui, monsieur Bansé. On n'entend pas bien. Est-ce qu'on peut peut-être passer à Allô? quelqu'un d'autre après? Allô? Euh, oui, Allô? madame Nana, oui, on vous entend. Oui, juste fais un apport. Par Bon, rapport à mais, ce qu'il voulait dire, oui, c'est, par exemple, il veut faire comprendre que les gens qui se présentent pour demander du Ok. crédit mettent Mhm. en avant leur Mhm. garantie. Ils viennent, ils disent, j'ai Ok. une garantie de tel montant, Donnez-moi est-ce que je l'argent. peux avoir un crédit? Là-dessus, je dirais que c'est de la responsabilité des institutions de Oui, sensibiliser les clients pour leur faire comprendre que la garantie n'est pas un, ça ne donne pas droit au crédit. c'est Mais ça. c'est leur activité, leur moralité et tout ce qui s'ensuit. La garantie vient en dernière position pour Exactement. renforcer, mais elle n'est pas la raison pour laquelle on peut leur donner un crédit. Donc, ils doivent être sensibilisés à ce niveau. Ok. C'est de la Sa question, responsabilité des institutions, en fait. la Il faut question, changer la c'était donne. que le client se présente avec garantie. Il pense qu'on doit le financer automatiquement. C'est ça. Oui, le client se présente, il dit, j'ai une garantie de temps. Et puis, ça, Est-ce que je peux donnez-moi avoir un l'argent. crédit sans même parler de ce qu'il fait, ni de bon, comment D'accord. ça se passe à son niveau? Je pense qu'on a échangé longuement sur ça. Vous voyez que depuis, on ne parle que de garantie. Ça, c'est un C'est ça. point d'achoppement. Donc, c'est pour dire que, Bon, il est c'est de la ça. responsabilité maintenant des institutions de sensibiliser. Bon, entre griffins, si je peux me permettre le terme, d'éduquer ses clients en fonction de la mission qu'ils ont sur la garantie. Alors, pour appuyer encore ce que Madame Nana dit, malheureusement, on n'a pas une assez grande communication sur l'aspect même financier. Ça reste toujours une boîte noire où certaines personnes savent de quoi il s'agit réellement et les autres subissent en réalité toutes les conditions. Et ça reste aussi, comme elle a dit, de la responsabilité des institutions généralement qui ont des fêtières, d'accord, que ce soit les banques qui ont une association, les micros, les SSD aussi, ils ont une association. Ça y va de la responsabilité de ces fêtières-là, de pouvoir communiquer le maximum possible sur l'éducation financière de la population, qui est un axe vraiment important afin que tout individu et tout État puisse avoir un développement financier assez solide. Parce que si vous êtes dans une société où, en termes d'éducation financière, ce n'est pas un certain niveau, il y a certains niveaux financiers, certains aspects financiers que vous ne pouvez pas aborder. Oui. Donc, j'appuie encore Madame Nana pour dire, ça y va de la responsabilité des fêtières qui, dans leur agenda et dans leur statut, doivent communiquer. Quand vous prenez leur statut, ils doivent communiquer, faire connaître leurs conditions régulièrement et éduquer la population sur, en tout cas, les produits et bien d'autres activités. Mais bon,
ça se fait pas et on attend voir ce qui va se faire. Merci, Madame la ministre. Modeste, Oui, Monsieur Bansé, je suis là. Allô? Là. il y a Monsieur Yannick Rachid Kiki qui a levé sa main depuis. Bon, Yannick, je ne sais pas où bien tu peux euh, lever Excusez, le bas. ok, excusez, s'il est je là, vais poser Yannick, une s'il est là. question. Allô? Bon, attends, Monsieur Ibier. Non, non, c'est pas une question. Ok. C'est pas une question. C'est juste, voilà, demander au modérateur, est-ce que, par exemple, pour permettre aux gestionnaires ou bien aux porteurs de projets ou bien les gens qui ont des entreprises, de permettre, par exemple, quand avant de te présenter, tu présentes brièvement ta structure pour permettre aux gestionnaires, parce que quand tu es en face d'un promoteur, tu dois par exemple le renseigner, par exemple, ou bien même l'orienter, par exemple, à travers d'autres structures de financement pour permettre à la personne de cibler toute une structure. Si, par exemple, votre structure ne permet pas de financement de ces derniers, ça permet par exemple de l'orienter, quoi. Si, par exemple, les gens peuvent se présenter et de façon brève, donner les conditions de financement de leur structure et ça va permettre aux gestionnaires ou bien aux porteurs de projet d'aller vers ces structures-là aussi et à espérer avoir des financements. Parce que je vois qu'il y a des gens qui se présentent, D'accord. veulent et casser l'anonymat de leur structure de financement. Ou bien, par exemple, le formateur même peut donner des exemples de ceux qui financent, par exemple, tel type d'activité peut financer s'ils connaissent. Ça aide aussi les gestionnaires ou bien les porteurs de projets à aller vers ces structures ou bien de faire connaissance de ces structures. D'accord. Ok, merci Voilà. C'est... beaucoup à Monsieur Ibier. Je Voilà. vais juste terminer sur ça pour dire que ce qu'il dit est vraiment, vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les structures financières, l'objectif, ce n'est de même pas de vous rediriger ailleurs. Tous les gestionnaires luttent à ce que vous soyez leurs clients. Même s'ils savent que votre financement peut être bien pris ailleurs. Ça, maintenant, peut-être, c'est de la responsabilité morale de chacun ou bien de l'institution qui doit coacher ses gestionnaires. Parce que même les gestionnaires des structures, même quand j'étais à la Banque Atlantique, ils ne savent pas en réalité. Parce que pour pouvoir orienter quelqu'un, il faut que tu aies un certain niveau de connaissance sur les structures qui existent, leurs produits et qu'est-ce qu'on gagne là-bas. Eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi on parle. À titre d'exemple, par exemple, moi, quand j'étais à la Banque Atlantique, il y avait Orange Burkina, Orange Côte d'Ivoire, qui allait maintenant, ce qu'on appelle la bourse, se faire coter. Mais aucun gestionnaire, moi j'étais à la Banque Atlantique, ne savait de quoi on parle réellement. Et pourtant, dans le compte d'épargne classique, le maximum c'est 10 millions. Au-delà de ça, ce n'est pas rémunéré. Et en principe, c'est à partir de ce point d'alerte-là que le gestionnaire de compte dans l'institut bancaire doit dire à son client, ah, je vois que tes flux ou bien ton solde est vraiment au-delà même de ce qui est rémunéré. En tout cas, te conseille d'aller dans, par exemple, une SGI liée à notre banque. Parce que toutes les banques, en principe, ont ce qu'on appelle une SGI, Société de gestion d'intermédiation. Mais lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas de quoi on parle. Donc, en réalité, il ne peut même pas t'orienter. Lui, ce qu'il veut, quand il vient, il va grouiller pour que tu sois son client et tu sois le client de l'institution. Même si l'activité, peut-être, n'est pas ce qu'il finance ou bien n'est pas, en tout cas, adéquat, peut-être, et que le dossier soit rejeté, peut-être, par la suite, par les analystes en haut ou bien par les superviseurs dans d'autres structures. C'est pour dire que même les agents des structures financières doivent être formés. Il y a une éducation financière qui doit se faire à leur niveau. Parce que le niveau de connaissance financière n'est pas poussé. Franchement, je vous dis carrément, n'est pas poussé. Que vous preniez les micros, mésos, banques, ce n'est pas poussé. Quand vous allez faire, vous serez face à certaines situations, vous verrez que le, le niveau d'éducation n'est pas poussé. Du coup, l'aspect, le volet conseil que le gestionnaire doit jouer, il ne joue pas ça en réalité. Parce que lui, il travaille à ce que le client rentre dans son portefeuille. Ce qui est normal, mais
l'aspect conseil n'est pas développé, malheureusement, dans nos institutions, au Burkina, hein, peut-être même ailleurs dans notre sous-région UEMOA. Et c'est un travail qui doit être fait toujours par les fêtières. En principe, chaque année, les agents des banques, MISO, micro et tout, doivent être formés. Et la formation n'est pas uniquement sur ce que vous faites chaque jour, c'est aussi sur les possibilités d'ailleurs. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci à Monsieur Ebier pour son apport. C'est vraiment important. Ouais. Ok, nous écoutons Monsieur Yannick. Bon, il a écrit au niveau des chats là. Je vois que sa question c'est quels sont les indicateurs que les structures financières regardent pour vous octroyer un crédit. C'est ce qu'il a écrit. C'est pas si D'accord. Quels sont déjà les indicateurs que l'institut financier regarde pour vous offrir un pour crédit? vous octroyer le crédit. D'accord. Je vois qu'il est Alors, toujours en ligne, mais bon, comme il ne communique pas. il n'y a pas de problème. Hmm. Alors, ce qu'il faut dire, les indicateurs, je ne dirais pas varient d'une structure à l'autre, mais dans le même lot, quand je dis lot, il y a le lot des micros, il y a le lot des mésos et il y a le lot des banques. Dans le même lot, c'est généralement les mêmes indicateurs qu'on regarde. Maintenant, en fonction de votre PME, parce qu'ici on parle de PME, d'accord? Pour moi, une PME même n'a rien à faire en principe dans une banque. Peut-être un certain niveau de PME. C'est des structures qui Bon, sont créées en réalité pour elles. Et donc, dans ces structures-là, ce qu'on regarde globalement, Madame Nana est là, elle va peut-être donner aussi quelques points. Il y a votre expérience crédit qui est là. Il y a des gens qui vont dire, OK, et si je n'ai pas d'expérience crédit? Il y a l'analyse de votre activité qui est un premier point. Est-ce que votre activité permet de faire entrer des flux quotidiennement? C'est journalier, c'est semestriellement, c'est mensuellement. Pour voir en réalité, qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent? Et quel est le flux? Quelle est la séquence des rentrées de flux dans votre activité? Ensuite, il y a l'expérience qu'on a dit tout tantôt. Si vous n'avez pas d'expérience crédit, il n'y a pas de problème en avance. Mais si vous avez des expériences crédit, on va regarder votre comportement, d'accord, dans votre précédente expérience. D'accord. Vous avez pris du crédit, vous avez remboursé bien, à date, sans défaut, sans jour de retard. Excellent. Vous avez franchi un bon pas. La confiance y est avec la structure. Mais vous avez pris du crédit, vous ne remboursez pas bien, vous remboursez avec 15, 20, 25, 31 jours de retard. La confiance se détériore avec la structure. D'accord? Donc, après l'expérience crédit qu'on regarde, on va regarder aussi vos flux dans les institutions financières et tout. Est-ce que vous avez combien de comptes pour votre PME? On regarde pour voir dans vos comptes comment, quelle est votre culture bancaire en réalité. Est-ce que vous utilisez les moyens financiers? Est-ce que vous ne les utilisez pas? À quelle fréquence vous les utilisez? En réalité, c'est pour pouvoir détecter la source du remboursement. Comment le remboursement va se faire? Et voir dans quelle mesure, au cas où ça ne va pas, où la structure peut regarder, d'accord, pour pouvoir se prémunir de ces engagements. Donc, après l'activité, vous avez l'expérience. Après l'expérience crédit, vous aviez, comment dirais-je là, vos flux dans les structures bancaires et tout. Et la garantie vient en dernière position. On va regarder. Ça, je parle des PME. Maintenant, si vous allez dans les banques, vous êtes une PME comme moi, je vous vois à Rodoko ici, ou bien au bord des voies, vous avez des structures. Vous allez au niveau d'une banque, vous allez prendre du crédit. Déjà, la documentation qu'ils vont vous demander, peut-être que vous n'avez pas. Et eux, ils vont regarder ce qu'on appelle les ratios financiers, les ratios de solvabilité. Solvabilité pour dire est-ce que vous avez la capacité de payer à moyen ou long terme. Des ratios de liquidité, c'est-à-dire à l'instant T où on ne sait pas est-ce que vous avez l'argent pour faire face immédiatement à vos engagements. D'accord? Des ratios d'endettement, le taux d'endettement, qui est aussi regardé au niveau des micro-maisons, le taux d'endettement qu'on regarde. D'accord? Qu'on va regarder tout.
Donc, déjà, pour moi, la première des choses, c'est de savoir où je dois aller. Si je vais à la bonne porte, je vais être analysé de la bonne manière. Mais si vous allez vous mettre dans une autre catégorie, on va faire l'analyse sur des éléments qui en réalité vous n'avez pas. Même au niveau des micro-mésos, on fait l'effort. Sinon, si on veut être, combien de PME on va financer? C'est pas beaucoup. Si on regarde votre activité, votre expérience crédit, vos flux et un peu la garantie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui, allez-y, Oui, madame Nana. oui, Madame Nana. C'est juste un apport. Oui, allez-y. Et par rapport aux indicateurs, M. Bansé a déjà donné le ratio d'endettement, la liquidité. Il y a le Mais ça, besoin c'est ça. aussi le besoin en fonds de roulement. Au-delà des ratios dont il a si bien cité, il y a d'abord votre environnement personnel. Vous pouvez avoir une bonne activité et la destination de vos revenus. Ça veut dire que vous pouvez avoir une très bonne activité, mais si vous n'avez pas une bonne moralité et une bonne réputation, vous pouvez ne pas avoir bénéficié du crédit. C'est pour dire quoi? N'est pas bon payeur qui peut, mais bon payeur qui veut. Il y en a qui ont l'argent, mais à chaque fois que l'argent se trouve dans leur main, ils trouvent encore où investir que d'aller payer leur crédit. Et ils sont prêts à payer des pénalités que de respecter les échéances. Mais il y a des gens, ils savent où mettre leur argent, mais ils ont l'échéance, la date dans la tête. Et à chaque fois, ils se débrouillent pour qu'à l'échéance, il y ait de l'argent dans le compte. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour dire que l'activité, c'est bien, mais la personnalité, c'est encore mieux. Donc, les deux sont de pair. On ne peut pas regarder l'un et laisser l'autre. Les deux vont ensemble. C'est l'apport que j'avais à donner. Ok, merci beaucoup, madame. C'est bon, monsieur Bansé? Oui. Je pense que les gens ont épuisé leurs questions. Nous allons tendre maintenant vers la fin de ce. Il faut dire que ce webinaire-là s'inscrit dans le cadre, en tout cas, de l'amélioration et aussi dans le renforcement des capacités. C'est une initiative de Fidali. Fidali est un cabinet d'expertise comptable, donc qui intervient dans plusieurs domaines, comme les autres sociétés d'expertise comptable, notamment dans les missions d'audit, que ce soit légales ou contractuelles, les missions d'assistance comptable et fiscale, aussi dans le contrôle de gestion. Si vous êtes une structure industrielle et à un certain moment, vous voulez mettre en place une comptabilité de coûts, une comptabilité analytique, le cabinet Fidelis se tient à votre côté. Il y a aussi la planification stratégique. Nous élaborons également les manuels de procédure comptable, financière, le manuel de mobilisation des ressources, manuel d'audit interne, manuel d'exécution. Donc, l'élaboration des cartographies des risques. Nous sommes également dans le diagnostic organisationnel et dans l'élaboration des plans de continuité d'activité, aussi formation et recrutement. Donc, nous sommes disponibles pour tous vos différents besoins. N'hésitez pas à contacter le cabinet Fidali. Il faut également dire que ce webinaire-là est hebdomadaire. Et quelqu'un disait que l'eau qui ne coule pas pourrit. C'est juste pour dire que c'est important de faire. Et donc, nous profitons de l'occasion. Il y a beaucoup de professionnels qui sont avec nous pour faire appel à tous, en tout cas les professionnels qui voudraient
techniques de prévention du risque fiscal. Donc, je reprends, technique de prévention du risque fiscal. Donc, c'est un thème aussi percutant et important que ce que nous venons de traiter aujourd'hui. Alors, donc, sur ce, je vais encore réitérer mes remerciements à M. Bansé pour, en tout cas, sa disponibilité et surtout pour cette formation qui, sans doute, a été bénéfique pour tous les participants, également à vous aussi. Ce n'est pas évident. Alors, nous vous disons merci pour avoir participé. Je ne sais pas si le formateur aurait quelque chose à dire. Sinon, nous allons vous souhaiter bonne suite de week-end. Et à la prochaine pour les techniques de prévention du risque fiscal. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci à tous.